Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Christophe Marie, directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On va parler aujourd'hui des expérimentations animales, des politiques de protection animale, chasse, animaux, etc. Vous avez fait un livret de recommandations pour les différents candidats à la présidentielle. On va en revenir un petit peu sur quelques sujets tout au long de cette émission. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors on va parler tout de suite des animaux utilisés à des fins de représentation au public. Oui. Vous souhaitez mettre fin à l'exploitation de la faune sauvage captive pour le divertissement, à la corrida et les combats de coqs. Les cirques, par exemple, sont déjà moins nombreux sur le territoire depuis quelques années. Quels sont les dispositifs à mettre en place, selon vous, là où vous interpellez finalement les candidats ? Alors déjà pour les cirques, effectivement, la loi de novembre 2021 qui a été adoptée permet justement de sortir tous ces animaux sauvages des cirques dans un délai de 7 ans. Donc là, l'important actuellement, et on travaille avec le ministère de l'écologie, c'est d'organiser l'accueil de tous ces animaux. Actuellement, on a la possibilité d'accueillir à la fois tous les éléphants, les hippos, probablement les primates. C'est plus compliqué pour les félins, où là, ça demande de nouveaux investissements. Nous, on a un calendrier sur 6 ans à peu près, avec 1,5 million, 2 millions d'euros par an d'investissement pour créer ces lieux d'accueil. Et ce qui est intéressant, en fait, de voir, c'est justement pour eux, dès lors qu'on leur offre des conditions de vie qui répondent à leurs besoins, la vie de ces animaux s'en trouve évidemment totalement chamboulée. On est intervenu en Bulgarie, juste une petite parenthèse, pour mettre fin à l'exploitation des ours dansants qui étaient exploités pendant des années à la chaîne, dégriffés, etc. Et on a créé un parc pour recevoir tous ces animaux dans cet environnement. Et maintenant, tous les hivers, par exemple, ils entrent en hibernation, ce qu'ils n'avaient jamais connu avant. Donc là, pour un hippo qu'on a récupéré, par exemple, chez Zavata, il est maintenant en Afrique du Sud dans une réserve naturelle. On doit mettre ça en place et c'est possible de sortir de tous ces animaux des camions cages. Simplement, il faut se donner les moyens de créer les structures adaptées. C'est ce qui est en train d'être fait avec le ministère de l'écologie. Alors vous vous positionnez également en défaveur de la corrida. La corrida d'ailleurs divise les Français, même si ça divise, même si la majorité est contre. Beaucoup parlent d'une culture, d'autres parlent d'un abattage, d'un divertissement. Alors que répondre justement à une culture qui, éthiquement parlant, rentre dans la maltraitance animale ? Alors, déjà, c'est une culture espagnole, parce que même tous les mots entourant la corrida sont restés espagnols. Mais en l'occurrence, cette pratique, effectivement, relève d'un acte de cruauté, donc passible d'emprisonnement au niveau national. Et l'exception qui est prévue au niveau d'une tradition locale ininterrompue, soi-disant, elle ne tient pas en termes de droit, parce que dès lors que vous reconnaissez qu'une pratique est un acte de cruauté, il doit être condamné de la même manière. Donc nous, effectivement, ce qu'on demande, c'est que la France sorte de cette barbarie absolument abjecte. Nous, on condamne sans aucun... il y a des pratiques où, effectivement, on peut passer par une phase de transition. Là, pas du tout. Là, il faut interdire ça et c'est absolument scandaleux. Idem pour les combats de coqs qui, eux, sont plus limités sur le Nord-Pas-de-Calais et aussi un petit peu aux Antilles. Il faut vraiment arrêter ces traditions qui n'en sont pas. C'est simplement de la barbarie. Donc il faut sortir de tout ça, sinon on en serait encore à brûler les sorcières ou décapiter les gens en place publique. Enfin, on évolue, notre rapport à l'animal évolue et ces actes de torture doivent être abolis. Alors on va s'arrêter également sur les animaux d'élevage, la thématique des animaux d'élevage. Donc là encore, les Français s'en préoccupent. 88% des Français sont favorables à l'interdiction de l'élevage en cage, selon un sondage IFOP. Parmi vos recommandations, vous voulez mettre un terme à l'abattage des animaux sans étourdissement préalable et sortir de l'élevage industriel. Quelles sont les conséquences à la fois de l'élevage industriel, mais également de l'abattage sans étourdissement ? Alors, en ce qui concerne nos demandes, justement, elles sont cadrées sur une réglementation européenne qui va être amenée à évoluer, c'est-à-dire la sortie des cages, puisqu'il y a une initiative citoyenne européenne, justement, qui a rassemblé plus d'1 million de citoyens européens qui ont demandé, justement, à la Commission européenne de proposer un texte qui devrait sortir début 2023. Donc, ce qu'on demande, c'est justement que la France ne soit pas en retard sur la mise en œuvre de cette interdiction et l'anticipe. Aussi pour accompagner les éleveurs, les producteurs à passer sur d'autres systèmes, plutôt que de continuer à investir sur des filières qui sont condamnées à terme. Donc, ce qui sera visible, finalement, c'est d'organiser aussi des espaces extérieurs pour certains de ces animaux,
d'autres malheureusement resteront en bâtiment. Mais en tout cas, la sortie des cages, c'est quand même une urgence et ça doit être entrepris par la France. En ce qui concerne l'abattage sans étourdissement, il faut savoir que nous, on a été reçus par le culte musulman à plusieurs reprises, qui montrait bien qu'il n'y avait pas d'opposition formelle à ce qu'on pratique un étourdissement réversible, c'est-à-dire que le système d'étourdissement ne tue pas l'animal. Quasiment tous les pays européens se sont positionnés pour rendre cet étourdissement obligatoire en toutes circonstances, sans exception pour l'abattage halal et kasher. Et la France ne s'engage pas sur cette voie, alors qu'il y a un rapport de l'INRA qui a été rendu et qui montre que pour les bovins adultes ou les veaux, la perte de conscience après l'égorgement peut intervenir 11 minutes après l'égorgement. 11 minutes. L'animal, dans 11 minutes, il ne reste pas dans son box, il est en suspension, il est en découpe, alors qu'il est toujours conscient. C'est absolument effrayant. D'ailleurs, même les responsables d'abattoirs sont assez choqués de ces pratiques. Les éleveurs encore plus, parce que vous avez des éleveurs de bovins qui nous disent je ne savais pas que mon animal est parti se faire abattre de cette manière-là, et ils sont complètement dans la capacité de réagir. Donc, il faut impérativement imposer cet étourdissement avec l'accord ou non des cultes. Il y a un moment, il faut aussi prendre des décisions qui s'imposent à tous, comme d'autres pays l'ont fait, et c'est ce qu'on demande, bien évidemment. Et on va parler également des expérimentations animales. Donc, selon les chiffres que vous communiquez, 74% des Français sont favorables à l'interdiction de l'expérimentation animale dans un délai de 10 ans. Certains spécialistes estiment que les animaux sont essentiels dans l'avancée des traitements. D'autres sont totalement défavorables et pensent que l'avancée de la science permet également autre chose. Alors, quelles peuvent être les méthodes qui permettent à la fois de ne pas inclure les animaux dans les expérimentations tout en faisant avancer la science ? Mais il y en a énormément. Vous avez énormément d'expérimentations qui sont menées, de recherches qui sont menées sur des cellules, des tissus humains. Vous savez, on a eu le même débat lorsqu'il y a eu l'interdiction des tests sur animaux pour les cosmétiques. Ça, c'était une mesure européenne qui a été prise. La France était complètement opposée à cette mesure parce qu'on a une industrie des cosmétiques qui est très importante. Sauf que quand ça a été imposé par l'Union européenne, ces mêmes industries ont pu financer des recherches et des alternatives, notamment développer des tissus humains qui ont été brevetés et donc qui étaient tout bénef aussi pour ces industries-là. Donc, dès lors qu'on a la volonté de sortir d'un système, qu'on se donne les moyens de trouver des alternatives, des méthodes plus fiables en plus, puisque les résultats obtenus sur le modèle animal sont rarement transposables à l'homme, on n'est pas, chaque espèce réagit différemment. Donc, il faut investir pour avoir des méthodes plus fiables et qui ne recourent plus à l'animal pour ces expérimentations. Et vous évoquez également dans votre livret de recommandations le droit d'objection de conscience à l'expérimentation animale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, c'est très important. Ça existe aux Pays-Bas et en Italie, c'est-à-dire qu'on forme les chercheurs sur des modèles autres que le modèle animal. Moi, je fais partie de la Commission nationale d'expérimentation animale. Dès lors qu'on aborde la problématique de la recherche, on nous dit oui, mais bon, on ne veut pas trop faire autrement parce que finalement, les responsables de laboratoires et d'universités ont été formés sur le modèle animal. Donc, allez leur dire que ce n'est pas un modèle fiable et qu'en plus, ça amène une cruauté pour ces animaux, ils ne veulent pas l'entendre. Donc, l'idée d'avoir un droit d'objection de conscience, comme ça existe, donc, je vous disais, aux Pays-Bas et en Italie, c'est de permettre à ces futurs chercheurs de ne pas passer par le modèle animal, mais de pouvoir disposer au sein des établissements de moyens qui leur permettent d'avoir une connaissance acquise sur des méthodes alternatives. Et là, ça va changer justement la suite, parce qu'eux-mêmes seront en mesure d'apporter une formation sur des modèles non animaux. Et c'est ce qu'il faut. Il faut enclencher quelque chose qui sorte du modèle animal. Nous, on considère qu'un animal, un être vivant doué de sensibilité, c'est pas un objet de recherche, c'est pas juste un outil de recherche. Donc, à partir du moment où on se dit que c'est pas un outil de recherche, eh bien, on trouvera des alternatives et on se donnera les moyens de les développer. Alors, vous souhaitez également la création d'un secrétariat d'État ou d'un défenseur des droits des animaux. Vous recommandez également la formation des forces de l'ordre et la sensibilisation des jeunes. Alors, en quelques mots, cette sensibilisation et cette formation, qu'est-ce qu'elle peut permettre ? Mais justement, de considérer que l'animal, c'est pas simplement quelque chose qui nous sert soit à se nourrir, à s'amuser pour le chasser ou se divertir dans différents jeux, etc., ou bien se vêtir avec, mais que c'est un être vivant qui a une sensibilité comme la nôtre sur certains points. Donc, en fait, ce qu'on reconnaît à un animal de compagnie, à son chien, à son chat ou autre,
on doit comprendre qu'un animal élevé pour la consommation a la même sensibilité. Souvent, on dit même d'ailleurs que les cochons sont beaucoup plus intelligents et sensibles que les chiens. Il faut reconnaître cette sensibilité et se poser soi-même des questions. Est-ce que finalement on est en droit d'imposer toutes ces horreurs à tous ces animaux qui le supportent simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'opposer? D'où l'intérêt aussi des organisations comme la nôtre de pouvoir agir, de pouvoir déranger un petit peu l'ordre établi, parce que ces animaux-là, de toute façon, ils sont victimes de ce système. Et donc, on doit être nombreux à s'y opposer. Pour synthétiser, on pourra dire que les animaux ne sont pas des simples objets ou un simple produit de consommation. Merci beaucoup Christophe Marie d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint et le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site fondationbrigitteBardot.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.